Demain, le second tour des municipales. Au-delà des scrutins locaux, les enjeux de la consultation au terme d'une campagne passionnée. À Londres, les ministres de l'OPEP n'arrivent toujours pas à conclure la pierre d'achoppement, la répartition des quotas de production du pétrole. Fin du sommet des non-alignés à New Delhi, une impasse, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Course automobile, à la veille du Grand Prix du Brésil de Formule 1, les nouvelles réglementations pour accroître la sécurité. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain dimanche va donc prendre fin dans l'urne le combat électoral des candidats aux élections municipales. Dans les milliers de communes, grandes et petites, symboliques ou non, où il y a ballottage après le premier tour, le débat politique ne sera pas clos pour autant. Il s'engagera dès demain soir sur Antenne 2, puisque 4 personnalités des principales formations politiques ont accepté de discuter avec nous des perspectives ouvertes par le scrutin. Rendez-vous donc demain soir à 20 h pour la soirée électorale préparée par la rédaction d'Antenne 2 et dont Philippe Arroir vous explique le déroulement. Demain dimanche, dès 19h45, la rédaction d'Antenne 2 vous donne rendez-vous pour la soirée du deuxième tour des municipales. À 20 h, les estimations C2I-Honeywell-Bull porteront sur les 12 villes et secteurs clés de cette élection. Les résultats officiels de toutes les grandes villes restant en compétition seront visualisés grâce à l'ordinateur et aux vidéodisques, avec des analyses, commentaires et synthèses par les spécialistes de la rédaction. Les invités d'Antenne 2, Louis Mermaz, Raymond Barre, Georges Marchais et Jacques Chirac donneront leur point de vue sur les résultats. 10 jeunes élus du premier tour qui deviendront maires de leur commune participeront à cette soirée. Vous suivrez aussi les réactions et commentaires des personnalités dans les principales villes de France, ainsi que l'ambiance dans les points chauds avec nos envoyés spéciaux. C'est donc une soirée d'information continue exceptionnelle que vous offrira la rédaction d'Antenne 2 demain à partir de 19h45. Et plusieurs télévisions francophones, suisses, canadiennes, luxembourgeoises, marocaines, gabonaises, diffuseront demain soir tout ou partie de notre soirée électorale. Alors, sans revenir sur les thèmes qui ont été ceux de la campagne, puisque nous l'avons fait tout au long de la semaine, sans revenir non plus sur les villes tests qui restent en jeu jusqu'à demain soir, voyons les facteurs spécifiques qui vont peser sur ce second tour des municipales, Albert Duroy. Alors, l'essentiel, c'est évidemment que, dans la plupart des cas, reste en présence une liste de la majorité et une liste de l'opposition, et que chacune d'entre elles devra chercher la victoire parmi les autres, ceux qui ont voté, les électeurs qui ont voté pour des petites listes au premier tour, puisque le nouveau système de scrutin, avec une part de proportionnel, a favorisé la présence au premier tour de nombreuses petites listes. Alors, lesquelles sont-elles? Il y a d'abord les listes d'extrême gauche. On peut penser que la plupart des électeurs qui ont voté pour des listes d'extrême gauche se reporteront vers les listes de gauche. Mais parmi ces électeurs, il peut y avoir des maximalistes, des gens qui sont déçus par la politique du gouvernement et qui voudraient que le changement aille plus vite. Il y a ceux qui ont voté pour des listes d'extrême droite. À l'exception de la liste de Jean-Marie Le Pen à Paris 20e, la plupart de ces listes ont disparu entre les deux tours. On peut penser que leurs électeurs voteront pour la plupart à droite, mais là encore une incertitude, puisqu'il semble, d'après certaines analyses, qu'une faible partie de l'électorat populaire a pu voter pour certaines de ces listes d'extrême droite, alors que d'habitude ils votaient à gauche. Il reste les listes écologistes, sauf dans quelques cas comme Cherbourg, où la liste écologiste a pu se maintenir au second tour. Ces écologistes devront voter pour d'autres listes. En général, dans les scrutins passés, les politologues avaient calculé qu'à peu près les 2/3 des écologistes votaient à gauche et 1/3 à droite. Mais cette fois-ci, la politique nucléaire menée par le gouvernement de gauche a pu en décevoir un certain nombre. Il reste une incertitude. Enfin, la grande incertitude, c'est ce que feront les abstentionnistes. Au premier tour, il y en a eu très peu, à peine plus de 21%. Mais ce taux d'abstention est très inégalement réparti, puisque dans de nombreuses grandes villes, où la gauche est parfois en ballottage très difficile, ces abstentionnistes dépassent 30%. Certains d'entre eux sont des paresseux qui ne votent jamais, d'autres se sont abstenus parce qu'ils ne voulaient pas choisir, d'autres se sont peut-être abstenus par mauvaise humeur et peuvent peut-être rallier une liste qui reste en présence. La défaite de la gauche au premier tour va-t-elle provoquer la mobilisation de ces abstentionnistes, ou au contraire la majorité d'entre eux voleront-ils au secours de la victoire? C'est l'une des grandes incertitudes du scrutin de demain.
6 jours de tractation et toujours aucun résultat officiel. À Londres, les ministres du pétrole des 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs ne cessent d'ajourner l'annonce d'un accord final sur la première baisse des prix de l'histoire de l'organisation et aussi sur la question plus épineuse encore de la répartition des quotas de production. C'est dire si la situation du marché pétrolier reste problématique et si, au-delà du pétrole, se sont véritablement affrontés des politiques différentes. De Londres, Bernard Rapp. Les 13 ministres de l'OPEP réunis à Londres ont décidément un sens très aigu du suspense. Ainsi, hier soir, tout semblait sur le point d'être réglé et la réunion de ce matin devait seulement permettre d'annoncer les termes d'un accord sur les prix et la production des 13 pays membres de l'organisation. En fait de réunion, elle n'aura duré que quelques minutes, le temps de s'apercevoir qu'un nouvel obstacle, encore un, venait de surgir dessous la table de négociation. Alors de quoi s'agit-il cette fois ? Eh bien, toujours de ces fameux quotas de production, c'est-à-dire la quantité maximum que chacun des pays membres de l'organisation s'engage à produire pour l'année 1983. Les ministres du pétrole sont bien tombés d'accord sur une production totale estimée à 17,5 millions de barils par jour, mais certains pays ne sont apparemment pas d'accord sur la part du gâteau qui leur est offerte dans ce cadre. Alors, il faut se retrouver, reprendre les discussions, bref, apporter un nouveau ciment à l'édifice qui menace de s'écrouler. Reste toutefois qu'au terme de cette semaine de négociations quasi-hitchcockiennes, où les réunions informelles le disputaient le plus souvent aux sommets officieux, un certain nombre de points d'accord sont intervenus. La production d'abord, mais aussi le prix qui serait, selon le ministre saoudien Sheikh Yamani, de $29 le baril, soit $5 de moins qu'aujourd'hui. Ce sont des éléments capitaux, bien sûr, et chacun en convient ici. Il n'empêche que l'on ne pourra manquer de s'interroger dans les semaines à venir sur la réalité d'un accord, car il y aura certainement accord, sur la réalité d'un accord qui aura vu le jour dans de telles conditions. Les incertitudes du marché pétrolier ont pesé sur le déroulement du 7e sommet des pays non alignés à New Delhi, en Inde. Le sommet a terminé ses travaux aujourd'hui, regroupant 101 pays qui ont au moins en commun le sous-développement. Le mouvement a mis au point un plan d'action en prévision des grands rendez-vous économiques du printemps où doit être remis en cause l'ordre ou plutôt le désordre économique mondial. Sur le plan politique, le Premier ministre indien, Mme Gandhi, qui a pris la présidence, a réussi à recentrer le non-alignement après 3 ans de penchant pro-soviétique sous la présidence cubaine. Mais la cohésion du mouvement a vite trouvé ses limites dans la guerre qui continue d'opposer l'Iran à l'Irak. Du fait de l'opposition totale des deux protagonistes, le lieu du prochain sommet n'a pu être fixé et toute référence à la guerre a été gommée de l'acte final. Dans cette guerre qui dure déjà depuis 30 mois et qui épuise manifestement l'Irak, l'Iran continue de refuser toute forme de négociation et garde l'initiative sur le terrain. Pour le régime de Téhéran, il s'agit de mettre à genoux l'Irak de Saddam Hussein et d'étendre au-delà du Golfe le règne de l'islam façon Khomeini. Jacques Abouchar et Jean-Louis Saporito ont vu en Iran les camps où s'entassent les quelques 50 000 prisonniers irakiens capturés tout au long de cette guerre. Ils ont vu aussi l'endoctrinement auquel ils sont soumis. Enveloppés dans leurs draps comme dans un linceul, ces hommes crient leur volonté de combattre et de mourir s'il le faut pour Khomeini, pour la République islamique. Ils sont pourtant irakiens et prisonniers de guerre. Leur chef religieux, Mohamed Hakim, irakien lui aussi, a pris la tête d'une véritable croisade. Il a choisi son camp, l'Iran contre l'Irak, Khomeini contre Saddam Hussein, l'islam contre ceux que l'on surnomme à Téhéran les hérétiques de Bagdad. Le spectacle d'hommes massés derrière des barbelés et répétant des slogans plus ou moins spontanés contre leur propre pays, sous le regard de sentinelles en armes, constitue évidemment un véritable viol de conscience. C'est surtout une infraction grave aux conventions de Genève qui précisent que les prisonniers de guerre doivent être soustraits à la curiosité publique. Qu'à cela ne tienne, la passion de certains orateurs arrache même des larmes à Mohamed Hakim. Tu es notre guide, notre espoir, notre chef, tu es notre libérateur, entend-il de tous côtés.
Alors le prélat s'adresse à ses compatriotes. Il leur explique que choisir la désertion dans l'armée de Saddam Hussein, dans l'armée irakienne, n'est pas une trahison. Et il ajoute, des soldats irakiens, prisonniers comme vous, m'ont envoyé des pétitions signées de leur sang pour aller se battre sur le front. S'adressant à Antenne 2, il n'a pas de mots assez durs pour condamner les livraisons d'armes françaises à l'Irak. La France, dit-il, est le bras armé de l'impérialisme dans notre région. Il se montre plus prudent sur son futur projet politique. En cas d'effondrement du régime de Bagdad, sera-t-il le nouveau Khomeini, le guide suprême d'une république islamique irakienne? Mohamed Hakim est en tout cas la carte qu'entend jouer le moment venu les religieux de Téhéran. En attendant, il soigne son image de leader en visitant régulièrement les quelques 50 000 prisonniers de guerre irakiens détenus par Téhéran. Certains l'acclament, d'autres sont nettement plus réservés. Et ceux-là, à quoi songent-ils en séchant leurs larmes? À la croisade qu'on leur propose pour libérer l'Irak, ou plus simplement à leur liberté perdue? Demain à 18h sur Antenne 2, ne manquez pas dans Dimanche Magazine le saisissant reportage que Jacques Abouchard et Jean-Louis Saporito ont ramené d'Iran, ce pays soumis au nom de Dieu. Il est médecin, il a 30 ans, il est français et depuis 2 mois il croupit dans une geôle afghane. Le docteur Ogoyar, qui pour l'aide médicale internationale travaillait en Afghanistan, le docteur Ogoyar, vous le savez, a été capturé par l'armée soviétique le 16 janvier dernier et aussitôt accusé d'espionnage par les autorités de Kaboul. À New Delhi, un membre de la délégation afghane au sommet des non-alignés a annoncé qu'il sera bientôt jugé et sûrement reconnu coupable. Jean-Marc Ilouz. Cette équipe de médecins français filmée en Afghanistan en janvier 82 par Christophe de Ponfilly est une équipe d'aide médicale internationale, AMI, Association humanitaire française, dont est également membre Philippe Ogoyar, le médecin arrêté le 16 janvier dernier par les forces soviéto-afghanes dans la province de Logar, au sud de Kaboul. Entré clandestinement en Afghanistan, le docteur Ogoyar se déplaçait en compagnie de maquisards afghans. Il effectuait une mission itinérante de formation d'infirmiers auprès des populations montagnardes. Accusé par l'agence TASS comme par le gouvernement de Kaboul d'être un mercenaire et un espion, il est menacé d'être condamné comme tel. Pour l'instant, toutes les démarches publiques ou officieuses visant à sa libération ont échoué et 8 semaines après sa mise au secret, les services consulaires français à Kaboul n'ont pas encore été autorisés à le rencontrer. Si vous voulez soutenir dans leur action les 3 organisations médicales françaises qui se sont unies pour obtenir la libération du docteur Ogoyar, voici les coordonnées de leur comité. Vous pouvez les lire sur votre écran. Boîte postale 72 75 853 Paris, CEDEX 17. L'actualité sociale maintenant. À Flins comme à Aulnay, les conflits sociaux de l'automobile risquent de rebondir lundi. En effet, tout comme hier dans le cas de Citroën, l'inspection du travail a refusé aujourd'hui le licenciement de 3 délégués CFDT qui avaient été demandés par la direction de l'usine Renault de Flins. La direction n'a pas encore décidé de faire recours, mais elle annonce que les 3 ouvriers intéressés seront avisés lundi des sanctions dont ils feront l'objet. À Bruxelles, dès lundi, départ du marathon annuel pour fixer les prix agricoles européens. Le Parlement européen et les organisations professionnelles recommandent une hausse moyenne de 7%. La Commission veut s'en tenir à 4,4%. La négociation promet d'être ardue entre les 10 ministres de l'agriculture. Mais au-delà des prix, se pose un problème commun, celui-là, celui des marchés à l'exportation où la concurrence est rude pour toute une série de produits européens, à commencer par les céréales. Le marché international des céréales est en effet dominé par les États-Unis. Le dossier, Jean-Louis Calmejane. Les céréales aux USA, c'est ce qui permet aux Américains de payer presque la totalité de leurs factures pétrolières. La moitié des exportations de céréales américaines passent par ici. Ici, c'est New Orleans, le premier port mondial exportateur de céréales.
Depuis quelque temps, les Américains intensifient leur politique d'exportation de céréales et n'hésitent pas à attaquer des marchés traditionnellement réservés à l'Europe, comme par exemple ceux de l'Égypte ou du Maroc, à des prix inférieurs au cours mondial et à des conditions de crédit très favorables. Quand pour se rendre à sa coopérative, Larry Hampton traverse son exploitation de 450 hectares dans le Middle West, le grenier à blé américain, c'est pour rencontrer d'autres agriculteurs qui, comme lui, viennent ici pour savoir si aujourd'hui le cours des céréales a enfin augmenté. Car actuellement, les prix des céréales américaines sont au plus bas. C'est ici, à la bourse des grains de Chicago, que tous les jours est fixé le cours mondial des céréales. Ici, en 30 secondes, tous les jours, une sorte de folie s'empare des acheteurs et des vendeurs. Et en 30 secondes, le cours mondial est fixé. L'offre et la demande jouent à plein, et si les cours sont bas actuellement, c'est que les stocks sont énormes, d'où l'intention des USA d'exporter le plus possible. Pour Guy Barret, céréalier dans l'Eure-et-Loire, la situation n'est pas la même. Les prix de ces céréales sont fixés pendant le marathon agricole de Bruxelles et pour toute l'année. Ces prix ne dépendent pas des cours de la bourse de Chicago, ils sont plus élevés. Les coûts de production sont plus chers en Europe et surtout la politique européenne soutient et encourage les producteurs européens. C'est principalement cela que critiquent les Américains. Le total des subventions de Bruxelles et le total des subventions accordées par les États membres ne dépasse pas en importance ce qui est accordé par le gouvernement américain, le gouvernement fédéral américain et l'ensemble des États américains à leurs producteurs américains. Le gouvernement américain accorde en effet à ses agriculteurs des subventions indirectes. Les céréaliers peuvent par exemple faire du blé dans des régions peu productives et sont remboursés en cas de calamité. S'ils acceptent de diminuer quelque peu leur production, ils sont assurés de toucher un prix minimum garanti. De plus, ils bénéficient d'aides pour stocker leurs céréales à la ferme en attendant que les cours remontent. Et enfin, l'État fédéral subventionne les transports fluviaux. Dans ces conditions, on comprend mieux le dynamisme de l'agriculteur américain, très attaché à la liberté économique et souvent joueur dans l'âme. Je crois que la grande majorité des fermiers américains préfèrent ne pas avoir des prix autoritaires. Nous avons d'ailleurs un système de fixation des prix où il y a un risque. Sur notre propre ferme, le blé que nous vendons, nous pensons pouvoir le vendre à des prix élevés. Parce qu'il y a en effet de grandes variations de prix tout au long de l'année. Certaines années, c'est dur de savoir, mais c'est ça qui est intéressant. Malgré la dimension importante des exploitations américaines, malgré les aides massives de l'État et malgré les récoltes records, depuis 3 ans, la situation des fermiers américains se dégrade. Des dettes toujours croissantes et le prix des terres qui ne cesse de baisser. Nombreux sont ceux qui font faillite ou qui essayent de s'en sortir en vendant une partie de leur exploitation. Mais à quel prix? Certains, comme Larry Hampton, préfèrent transformer une partie de leurs céréales en viande. Sur ces 450 hectares, il en réserve 150 à la vente directe. Le reste est destiné à l'alimentation de ses 15 centurions. C'est plus de boulot, dit-il, mais ça rapporte beaucoup plus. À la base et sur le terrain, que ce soit aux USA ou en Europe, l'agressivité américaine en matière d'exportation agricole est vue d'une manière différente, mais complémentaire, par les agriculteurs. Je pense que si on en est arrivé à ce genre de situation entre le marché commun et le gouvernement américain, ce n'est ni à l'avantage du fermier américain, ni à celui de l'agriculteur européen. J'espère qu'une aussi coûteuse situation peut s'arranger, car cela pourrait être très coûteux pour les deux gouvernements en termes d'argent et de ventes perdus par les deux parties. Je pense qu'il faut qu'il y ait absolument une concertation, disons, entre l'Europe et les États-Unis pour que certains marchés soient, disons, réservés à chacun peut-être des producteurs, enfin des pays producteurs de ces États. Deux politiques agricoles différentes et deux agriculteurs, un Américain et un Français. Mais un même résultat, des excédents et un problème à résoudre. Comment écouler ces excédents? Un problème économique que les hommes politiques vont devoir résoudre.
Une réunion est prévue avant la fin du mois entre Européens et Américains. Si vous en avez souffert, vous savez à quel point c'est douloureux. Si vous n'en avez jamais eu, vous en courez le risque, car les calculs rénaux sont l'une des maladies les plus répandues en France, les plus liées à notre mode de vie. Réunis en ce moment à l'hôpital Necker à Paris pour les journées de l'urologie, les spécialistes explorent entre autres la voie ouverte par un nouveau mode de traitement mis au point en Allemagne fédérale, un traitement qui permet, sans opération, par onde de choc, de dissoudre les calculs. Martine Alain-Regnault. Cette jeune Allemande que l'on plonge dans une baignoire avait un calcul rénal. Normalement, elle aurait dû être opérée. Mais elle a eu la chance d'être parmi les premiers patients au monde à bénéficier d'un nouveau traitement sans opération par onde de choc. Les ondes de choc, ce sont des ondes supersoniques à énergie réglable qui ont ici la propriété de pouvoir réduire en poudre à travers la peau, donc sans ouvrir le corps, certains calculs rénaux, véritables cailloux dont chacun sait qu'ils peuvent tant faire souffrir. Un générateur puissant va émettre ces ondes particulières qui, pour être efficaces, doivent se propager sans obstacle jusqu'au calcul. C'est pourquoi l'appareil et la patiente sont immergés. Il faut que tout ce qui se situe entre la source de rayonnement et la pierre à effriter soit homogène. Or, seule l'eau a la même densité que le sang, la graisse et les tissus humains. On a fait une anesthésie régionale. Consciente, la personne ne ressent donc aucune douleur. Elle va même pouvoir choisir sa musique d'ambiance. Puis on procède au dernier repère pour que la cible soit atteinte sans problème. On contrôle la radio, on vérifie par-dessus tout que le calcul est bien dans le champ de tir. Il y est. Pour une ultime sécurité, on va synchroniser aussi la fréquence des ondes de choc sur le rythme cardiaque du patient. Ainsi, aucun effet secondaire. S'ils acceptent de diminuer quelque peu leur production, ils sont assurés de toucher un prix minimum garanti. De plus, ils bénéficient d'aides pour stocker leurs céréales à la ferme en attendant que les cours remontent. Et enfin, l'État fédéral subventionne les transports fluviaux. Dans ces conditions, on comprend mieux le dynamisme de l'agriculteur américain, très attaché à la liberté économique et souvent joueur dans l'âme. Je crois que la grande majorité des fermiers américains préfèrent ne pas avoir des prix autoritaires. Nous avons d'ailleurs un système de fixation des prix où il y a un risque. Sur notre propre ferme, le blé que nous vendons, nous pensons pouvoir le vendre à des prix élevés, parce qu'il y a en effet de grandes variations de prix tout au long de l'année. Certaines années, c'est dur de savoir, mais c'est ça qui est intéressant. Malgré la dimension importante des exploitations américaines, malgré les aides massives de l'État et malgré les récoltes records, depuis 3 ans, la situation des fermiers américains se dégrade. Des dettes toujours croissantes et le prix des terres qui ne cesse de baisser. Nombreux sont ceux qui font faillite ou qui essayent de s'en sortir en vendant une partie de leur exploitation. Mais à quel prix? Certains, comme Larry Anton, préfèrent transformer une partie de leurs céréales en viande. Sur ces 450 hectares, il en réserve 150 à la vente directe. Le reste est destiné à l'alimentation de ses 15 centurions. C'est plus de boulot, dit-il, mais ça rapporte beaucoup plus. À la base et sur le terrain, que ce soit aux USA ou en Europe, l'agressivité américaine en matière d'exportation agricole est vue d'une manière différente, mais complémentaire, par les agriculteurs. Je pense que si on en est arrivé à ce genre de situation entre le marché commun et le gouvernement américain, ce n'est ni à l'avantage du fermier américain, ni à celui de l'agriculteur européen. J'espère qu'une aussi coûteuse situation peut s'arranger, car cela pourrait être très coûteux pour les deux gouvernements en termes d'argent et de ventes perdus par les deux parties.
Je pense qu'il faut qu'il y ait absolument une concertation, disons, entre l'Europe et les États-Unis pour que certains marchés soient, disons, réservés à chacun peut-être des producteurs, enfin des pays producteurs de ces États. Deux politiques agricoles différentes et deux agriculteurs, un Américain et un Français. Mais un même résultat, des excédents et un problème à résoudre. Comment écouler ces excédents? Un problème économique que les hommes politiques vont devoir résoudre. Une réunion est prévue avant la fin du mois entre Européens et Américains. Si vous en avez souffert, vous savez à quel point c'est douloureux. Si vous n'en avez jamais eu, vous en courez le risque, car les calculs rénaux sont l'une des maladies les plus répandues en France, les plus liées à notre mode de vie. Réunis en ce moment à l'hôpital Necker à Paris pour les journées de l'urologie, les spécialistes explorent entre autres la voie ouverte par un nouveau mode de traitement mis au point en Allemagne fédérale, un traitement qui permet, sans opération, par onde de choc, de dissoudre les calculs. Martine Alain-Regnault. Cette jeune Allemande que l'on plonge dans une baignoire avait un calcul rénal. Normalement, elle aurait dû être opérée. Mais elle a eu la chance d'être parmi les premiers patients au monde à bénéficier d'un nouveau traitement sans opération par ondes de choc. Les ondes de choc, ce sont des ondes supersoniques à énergie réglable qui ont ici la propriété de pouvoir réduire en poudre à travers la peau, donc sans ouvrir le corps, certains calculs rénaux, véritables cailloux dont chacun sait qu'ils peuvent tant faire souffrir. Un générateur puissant va émettre ces ondes particulières qui, pour être efficaces, doivent se propager sans obstacle jusqu'au calcul. C'est pourquoi l'appareil et la patiente sont immergés. Il faut que tout ce qui se situe entre la source de rayonnement et la pierre à effriter soit homogène. Or, seule l'eau a la même densité que le sang, la graisse et les tissus humains. On a fait une anesthésie régionale. Consciente, la personne ne ressent donc aucune douleur. Elle va même pouvoir choisir sa musique d'ambiance. Puis on procède au dernier repère pour que la cible soit atteinte sans problème. On contrôle la radio, on vérifie par-dessus tout que le calcul est bien dans le champ de tir. Il y est. Pour une ultime sécurité, on va synchroniser aussi la fréquence des ondes de choc sur le rythme cardiaque du patient. Ainsi, aucun effet secondaire ne sera à redouter. Et c'est parti. Chaque éclair va créer une onde de choc qui va se répercuter sur la pierre contenue dans le rein. Le calcul va peu à peu s'effriter, il n'explose pas, il implose. En moins d'une heure, il faudra 500 à 1000 éclairs comme cela pour réduire en sable le caillou gênant. Par ce procédé, on peut détruire des calculs jusqu'à 3 cm de diamètre. Et c'est la sortie. Une fois en miettes, il ne reste plus qu'à les éliminer en buvant beaucoup d'eau. Le taux de succès est, écoutez bien, de 99%. 400 Allemands ont déjà bénéficié de cette méthode révolutionnaire qui malgré tout ne peut être utilisée que dans un cas sur deux. Car tout dépend de la taille, de la nature, de la forme et de la situation de ces pierres situées dans les reins dont vous voyez ici quelques beaux échantillons. Mais malgré cette restriction, les urologues du monde entier sont enthousiastes. Les avantages sont énormes. Ne pas avoir de cicatrice, c'est un avantage. Ne pas avoir à être réopéré, car on peut traiter ces calculs par onde de choc même plusieurs fois de suite, c'est un avantage considérable parce que c'est la sécurité pour les patients. Il est possible que le coût de chaque traitement soit l'équivalent du coût d'une intervention chirurgicale, mais en définitive, en l'absence de convalescence, en l'absence d'arrêt de travail, le coût social sera infiniment moindre, si bien qu'en définitive, et les patients et la société en bénéficieront. La première machine disponible en France sera installée dans 18 mois à l'hôpital Necker à Paris. Parlons tout de suite du tiercé, les résultats du tiercé qui s'est couru aujourd'hui à Enghien. Vous le voyez, si vous avez joué le 20, le 6 et le 16, vous bénéficiez de très gros rapports, un peu plus de 51 000 francs pour 5 francs placés dans l'ordre, et dans un ordre différent, un peu plus de 10 000 francs.
Et demain, Pierrette Bresse, vous retournez à Auteuil. Exactement, tiercé en effet demain à Auteuil dans une très belle course de haies, puisqu'il s'agit du prix Jean Granel, une épreuve qui intéresse surtout les chevaux et les juments âgés de 5 ans et au-dessus. Ils seront 19 à s'aligner derrière les élastiques de départ. Ils devront parcourir 3600 mètres en sautant 11 haies. Il n'est plus nécessaire de vous présenter ces concurrents habitués des tiercés déjà très connus des turfistes. Ils ont fait la plupart leur course de rentrée dans le prix de la Croix-Dauphine, le tiercé du 27 février dernier. Aussi, j'ai choisi ce soir de vous parler plus particulièrement d'un outsider, Funny Horse, entraîné par Jacques Hubert Barbe. Funny Horse avait gagné le prix Fifrelet à 3 ans. Dans son année de 4 ans, il s'est trouvé très pénalisé dans le handicap. Il a fait une rentrée satisfaisante au mois de novembre l'année dernière après avoir été castré, où il a très bien couru dans un lot à peu près identique, où il est 6e. Et là, il vient de faire une rentrée satisfaisante pour moi lundi dernier à Enghien. Sa performance sur le papier n'est peut-être pas très bonne, mais sa rentrée pour moi est satisfaisante. Pourquoi Enghien? Il préfère Enghien à Auteuil? Je n'ai pas un grand choix de course, c'est un cheval qui faisait bien à Enghien et je lui ai donné une rentrée à Enghien. Et à Auteuil, comment ça devrait se passer? C'est un cheval qui peut participer à l'arrivée, peut être 3e ou 4e. Le pronostic que je vous propose maintenant, Archipel, le numéro 15, sera mon favori. Ensuite, je ferai confiance à Norlero, le numéro 3, Sambrezan, le numéro 12, ainsi que Margello, le numéro 7. Et mes outsiders seront Top Dancer, le numéro 5, Belle-Mère, le numéro 16, Gurka, le numéro 6, et Funny Horse, le numéro 9. Ils porteront donc les numéros 15, 3, 12, 7, 5, 16, 6 et 9. Tout le beau monde de la Formule 1 est au rendez-vous au Brésil par 40 degrés à l'ombre. Demain commence le championnat du monde 83 sur le circuit de Jaracapeba. Au cours des essais chronométrés, le champion du monde en titre, le Finlandais Rosberg, a créé la surprise en réalisant le meilleur temps sans moteur turbo compressé. Il devance le Français Alain Prost sur Renault Turbo et Patrick Tambay sur Ferrari Turbo. Cette année, il y aura donc la lutte entre moteur turbo et moteur atmosphérique. Il y a aussi une nouvelle réglementation qui empêche pratiquement tout pronostic. Plus encore que le départ d'une nouvelle saison, il s'agit pratiquement d'un nouveau départ de la Formule 1. Henri Bodiguel. Sans cesse amélioré au point de transformer les voitures en véritables ventouses, l'effet de sol avait ainsi multiplié gravement les risques pour les pilotes, les accidents de Villeneuve et de Pironi étant les conséquences dramatiques d'un principe pourtant simple. C'est la bonne flexibilité à chercher et de savoir si ces choses-là ne passent pas sous le ponton. Voilà. C'est du bois, ça? Ça, c'est du bois. C'est du bois, ça c'est du caoutchouc, et on doit rechercher le meilleur bois, qui s'use le moins possible, de façon à appuyer le plus possible par terre. Ce sont justement ces pontons profilés et les jupes latérales qui les entourent qui sont aujourd'hui interdits. Désormais, les voitures devront être équipées de fonds rigoureusement plats et tout système susceptible de combler l'espace entre la voiture et la piste est lui aussi interdit, de sorte que la vitesse des voitures devrait être normalement sensiblement abaissée. Cette année, c'est un fond plat. Il n'y a plus de jupe, puisque vous voyez, maintenant, cet espace entre le fond plat et le sol, il n'y a plus de jupes telles qu'elles étaient avant, qui nous créaient l'effet aérodynamique complémentaire. Donc tout ceci est supprimé. Voilà, c'est clair. Tout ça est plat. Il n'y a plus rien qui doit relier le sol. Voilà, ça, c'est le nouveau règlement. Ces deux mesures imposées en octobre dernier par la Fédération internationale sont évidemment les plus visibles. Mais il y en a 11 autres, de sorte que l'aspect général des voitures sera cette année très différent par rapport à l'an dernier. Et à quelques réticences près, les pilotes s'estiment satisfaits des décisions qui ont ainsi été prises. Les voitures de cette année sont beaucoup moins dangereuses parce que j'ai fait l'expérience d'un tête à queue dû à une crevaison et je me suis arrêté aussitôt après l'accident, tandis qu'avec une voiture à effet de sol, au lieu de sortir à 170, je serais sorti à 200-210, j'aurais heurté les rails. Et là, les voitures modernes tiennent moins bien la route de par la suppression de l'effet de sol et ont des accidents à plus basse vitesse en courbe et donc sont infiniment moins dangereuses. Quel temps pour demain, Philippe Dumez, demain dimanche? Eh bien, c'est assez simple. C'est
toujours un temps relativement calme, et regardez sur cette très belle photo satellite, on va voir l'évolution pour les prochains jours. On voit même, vous voyez, les neiges sur les Pyrénées et les Alpes. Eh bien, c'est très simple, les anticyclones vont se décaler vers le sud-est, et puis c'est le mauvais temps qui arrive, mais pas avant demain soir, comme nous allons le voir sur notre carte pour demain. Donc, demain matin, signalons que c'est surtout dans la partie ouest qu'il y aura du brouillard ou des nuages bas. Et puis après, eh bien, en milieu de journée, il fera un temps assez ensoleillé presque partout. Et puis dans l'après-midi, eh bien, c'est une zone de nuages qui va donc pénétrer sur la Normandie, la Bretagne et la Vendée. Et puis seulement dans la soirée, il y aura un peu de pluie. Signalons également que les vents vont se renforcer un peu sur les côtes de l'Atlantique, et il y a aussi un petit peu de vent de nord sur la vallée du Rhône. Du côté des températures, là, c'est une température douce relativement pour la saison. Vous voyez, 10-12 degrés dans le moitié nord et 13 à 15, même 18 degrés probablement à Biarritz et à Perpignan demain après-midi. Pour demain, c'est la fête des Rodrigues, avec un soleil qui se lève à 7h11 pour se coucher à 18h51, 11h40 de soleil, donc en principe avant la pluie. À 23h30, Claude Sérillon vous présentera notre dernière édition et tous les résultats des matchs retour des 16e de finale de la Coupe de France de football. Demain, 12h45, antenne de midi. Je vous retrouverai demain soir à 19h45 pour un journal qui ouvrira notre soirée électorale pour le second tour des élections municipales. Une image pour nous quitter, un parachutiste lâché d'un deltaplane sous le soleil d'Isola 2000. À demain donc, 19h45. Très bonne soirée sur Antenne 2.